bon. Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop consacré aux méthodologies d'industrialisation dont l'objectif est d'explorer les opportunités offertes par la modularité et la préfabrication pour les Small Modular Reactors. Je suis David Varenne d'ABMI et je vais avoir le plaisir d'animer ce workshop. À ma droite, Hélios Chardon, qui est ingénieur en génie atomique, 15 ans d'expérience dans le domaine des SMR, conception, fabrication et entretien. Il a supervisé la maintenance, la remise en service de bateaux nucléaires, dont le porte-avions de Charles de Gaulle. Et il est actuellement directeur technique adjoint d'ABMI. Angelo Beapti, de la société Nucléo, est le directeur R&D Innovation et projets spéciaux de Nucléo. Adrien Reversa, de Vinci Construction, dirige le pôle études, méthodes et construction. François Laborde, d'ABMI, est notre CEO, et José Esteve, du bureau Veritas, est Global Market Leader Offshore Gas and Power. Je vous propose de commencer par du contexte, et là je m'adresse à Hélios. Nous avons su déployer un programme industriel qui, en un quart de siècle, a donné à la France 58 réacteurs. Aujourd'hui, la fabrication en série est un défi. Quel est ton regard sur la situation et en quoi ABMI est légitime pour aborder cette problématique ? Un tout petit peu d'histoire pour commencer. Nous avons déployé en France 58 réacteurs à l'issue de la fin du plan Messmer. On a rajouté un autre réacteur plus tard qui est celui de l'EPR de Flamanville. Je vais m'intéresser aux 58 premiers. Pourquoi ? Parce que les 58 premiers, c'est quoi ? Ça a été une construction en série qui nous a permis en moins de 30 ans de décarboner l'ensemble de notre 75% de l'électricité française. Ça s'est basé sur quoi ? Ça s'est basé sur, d'une part, au tout début, un petit peu d'artisanat, mais surtout, à partir d'un moment, il y a eu un plan et il y a eu vraiment une direction qui a été orientée pour de la partie industrie nucléaire. Le tout en respectant les coûts, les performances et les délais. Dans les performances, il y avait bien évidemment la qualité, la sûreté, la sécurité. On se rend compte, quand on regarde les courbes de temps de fabrication des différents réacteurs, que les derniers réacteurs qui ont été construits, qui étaient très légèrement différents des premiers, on est passé à un palier de 1350 MW, avaient quand même des temps de mise en service qui étaient de l'ordre de 7 à 8 ans, ce qui, en ayant un concept très légèrement différent des premiers, était quand même une sacrée réussite. Malheureusement, derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du début des années 2000, il y a eu ce qu'on a appelé l'hiver nucléaire. Pendant 20 ans, on n'a plus construit de réacteurs. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout le monde, que ce soit les industriels, mais aussi le monde de la construction, a perdu cette habitude. Résultat, il va falloir maintenant reprendre cette compétence. On est en train de commencer à le faire sur des grosses unités et en fait on se rend compte qu'il y a d'autres industries qui pendant le même temps ont eu les mêmes problèmes. Je pense en particulier à l'industrie de la défense mais aussi aux industries de type de l'automobile qui ont fait leur révolution copernicienne, qui ont fait leur révolution du passage à la grande série. Il y a soit 40 ans pour certaines, 20 ans pour d'autres, et que ces méthodologies-là, pour l'instant, n'ont pas encore infusé dans le domaine de l'industrie nucléaire. Et c'est ça qui va être la thématique pour pouvoir ensuite déployer des réacteurs de type SMR ou des gros réacteurs, mais surtout les SMR, qui vont pouvoir apporter cette agilité, cette modalité de pensée, cette germination, cette fertilisation croisée dans d'autres secteurs. Ces autres industries, il va falloir les adresser. Et nous, chez ABMI, comme nous connaissons déjà ces industries parce que nous travaillons déjà dans ces secteurs-là, notre objectif, c'est d'apporter nos méthodologies, notre connaissance des secteurs de l'automobile, des secteurs de la défense, vers le secteur de l'industrie nucléaire pour pouvoir apporter justement à la fois un petit peu le cadre réglementaire qui va vous être présenté par José, le cadre législatif de la sûreté nucléaire, tout en ayant l'agilité de méthodologies qui sont appliquées à de la petite série, 40 unités, ou à de la très grande série, plusieurs millions d'unités, par exemple ce que nous faisons avec les machines Nespresso. Je laisse la parole au suivant. Merci Hélios.
Angelo, est-ce que tu pourrais me préciser en quoi les problématiques d'industrialisation sont vraiment au cœur de la réussite des SMR et plus particulièrement de Nucléo? Bonjour à tous. Alors, par rapport au contexte qui était présenté par Elios, nous sommes dans un foisonnement. C'est-à-dire qu'en 2025, on peut regarder beaucoup la situation des années 50 ou 60. Au début du nucléaire, il y avait beaucoup de modèles différents. Donc on n'est pas encore avant de faire une standardisation d'un modèle, il y a énormément de types de modèles. Donc contrairement à ce qui est l'évolution du parc actuel, par exemple de l'EPR en France ou d'autres modèles dans d'autres pays, qui sont déjà vers une unification, standardisation pour l'industrialisation en série d'un modèle déjà fait, le monde SMR est en train de créer des modèles. Et ça, c'est quand même un changement majeur. De l'autre côté, ça a l'avantage de pouvoir intégrer dès la conception cette problématique, l'apport de la modularité ou de la préfabrication vers une standardisation, une fabrication en série importante, parce que justement, on part presque, pour beaucoup, même de la feuille blanche, disons, où c'est parti de nouveaux concepts où presque tout a été regardé. Et donc, il y a une optimisation importante qui est possible. Or, cela dit, on doit quand même toujours faire face aux difficultés techniques. Et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être encore adaptées sur les technologies, sur même le concept même. Et chaque fois, donc, c'est des allers-retours entre l'optimisation technique, l'optimisation industrielle. Et cette vision, on doit, à mon humble avis, la séparer entre la partie nucléaire proprement dite, la chaudière, et la partie conventionnelle, tout le reste. En sachant que dans le coût d'une centrale, la partie nucléaire, c'est selon les modèles, disons 15-20%, peut-être pour les SMR, sera un peu plus, entre 20 et 25% la partie nucléaire. Et tout le gros, le reste, pour arriver à 100%, c'est sur la partie conventionnelle. Et là, il y a encore plus un intérêt pour réduire d'abord les coûts grâce à une préfabrication, une modularisation, et aussi pour profiter mieux de ce qui est fait dans d'autres industries, y compris dans le nucléaire. On le verra avec l'exemple tout à l'heure, parce que justement, tout ce qui est le génie civil, il y a des choses qui sont déjà faites, même dans le nucléaire, que donc le monde SMR pourra en profiter. En tout cas, c'est clair que c'est critique, parce que si les SMR veulent s'imposer, ils doivent le faire sous l'aspect de la sûreté. On parle justement des réacteurs de génération 4 comme le nôtre, donc avec une sûreté passive, une sûreté intrinsèque pour être au plus près des préoccupations des populations. Aussi, l'aspect de après la partie sûreté, on doit tenir compte de l'aspect de la déployabilité, donc d'où la modularité de fabrication pour faire autres applications, comme par exemple le dessalement, on en parle beaucoup, des opérations de dessalement, les productions d'hydrogène pour des e-fuels, autre chose. Donc voilà, la chaleur même, parce que si on part que sur l'aspect de la puissance, c'est clair que ce sera un peu plus difficile de compéter le prix par rapport à la puissance. Ce n'est pas la partie compétitive. Donc nous devons, et ce que nous cherchons, d'où l'intérêt de sociétés comme ABMI et d'autres, d'être compétitives sur cet aspect-là, en séparant bien la partie de préfabrication, la partie de modularité et d'industrialisation. La partie en futur, et j'en reste là, ce qui peut être utile aussi, c'est la fabrication en série du monde maritime dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup Angelo. On a vu les éléments de contexte, on a vu effectivement que c'est un défi pour toi, sauf que le défi de l'industrialisation n'est évidemment pas propre à la filière nucléaire. François, est-ce que tu pourrais m'illustrer les compétences d'ABMI sur ce sujet et le lien qu'on pourrait faire entre les différents secteurs d'activité? Oui, ok. Donc effectivement, comme introduit par David, dans le groupe ABMI, on adresse plusieurs choses. Ça va des centrales nucléaires, en passant par des véhicules industriels de moyenne série, en norme de nombre, jusqu'à des startups qu'on accompagne dans la mise en place de leurs produits. Ils ont l'idée, ils ont les financements, par contre, ils ne savent pas faire. Et l'enjeu, en fait, d'une manière générale, c'est de dire, de toute façon, il y a un prix de marché, celui ne bouge pas, et il y a un timing. Donc, si l'un des deux paramètres n'est pas atteint, en général, le produit ne se vend pas.
Ce qui est hyper important et ce qui est commun à ces trois marchés-là, à nos trois typologies de clients, c'est que souvent, on oublie que dans le design, on doit designer pour produire. Et en général, là où ça pêche, c'est la production, c'est l'industrialisation, c'est la construction. Et donc, pourquoi ? Parce que parfois, dans les méthodologies de gestion de projet que nous avons chez nos clients, effectivement, qui est souvent basée sur du REX, on ne re-challenge pas le passé, on vient juste le complémenter suite à des problèmes avec plein d'autres exigences. Donc, on alourdit le processus de conception et donc d'industrialisation. Et tout l'enjeu, c'est plutôt de prendre des gens ultra agiles comme les startups, de se dire qu'est-ce qu'ils font de bien. Ils fonctionnent par sprint parce que eux, leur enjeu, c'est d'aller très rapidement sur un jalon et de dérisquer ce jalon. Voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de combiner les deux pour pouvoir avoir le prix de marché, réussir l'industrialisation et dans le timing. Je te remercie beaucoup, François. On va pouvoir en prendre le temps également, et, étant donné qu'on a fait ces premiers éléments de cadrage, de se dire que finalement, on pensait, et comme l'a évoqué Elios, que nous n'avons pas fabriqué en série des projets nucléaires depuis plus de 20 ans, l'hiver nucléaire. Or, Adrien, justement, il s'avère que tu es au pilotage d'un des projets nucléaires, en plus en génie civil, qui est un sujet qui a été réalisé non seulement en série, mais également en maîtrise des coûts. Comment tu as fait ? Bonjour à tous. Alors en maîtrise de la partie technique et méthode simplement, mais en effet j'ai eu cette chance-là de bosser sur un des modules du projet Post-Fukushima qui était la construction des DUS. Peut-être préciser ce qu'est le DUS ? Donc diesel d'ultime secours pour avoir une source d'énergie supplémentaire en cas de problème majeur sur une centrale française. Et en effet, je me rends compte avec le temps qui passe que plus le temps passe, plus en fait c'est quand même un projet assez rare dans le milieu du nucléaire, du génie civil nucléaire actuel. Ce qui est vraiment intéressant à retenir comme élément là, de cette étude-là, qui est finie depuis quelques années quand même maintenant, c'est que déjà EDF, donc, qui était le commanditaire de ces ouvrages-là, a procédé d'abord par des têtes de série. Donc nous on a construit une paire de DUS sur un marché unique de cette paire de DUS-là. Ça nous a permis d'apprendre l'ouvrage en lui-même, donc c'est quelques caractéristiques techniques, pas toutes parce qu'ils n'étaient pas tous les mêmes, mais en partie, ce qui était déjà un élément important en vue d'une industrialisation future. Par contre, on ne s'était pas du tout projeté sur une industrialisation, donc nos méthodes restaient traditionnelles. Par la suite, on a eu la chance de se voir attribuer 18 DUS. Donc là, on pouvait commencer à raisonner un peu différemment. On a revu nos méthodes tout à fait différemment. Et déjà, on a commencé par investir dans de l'étude, de manière à étudier dans quelle mesure on allait être rentable ou on allait pouvoir répondre à des enjeux de sécurité, de coactivité, etc. Donc déjà, il a fallu investir dans de l'étude. 18 DUS, ça permet de faire cet investissement. Et ensuite, il a fallu... les études nous ont démontré qu'il fallait faire énormément de BIM, beaucoup de préfabrication d'armatures qu'on pensait faire dans un atelier unique en France et livrer tous les sites de France avec ces armatures-là. Cet investissement-là, pour le coup, la rentabilité, elle n'était pas évidente. 18 DUS, voilà, c'était quand même un pari. Par contre, on répondait à nos enjeux, éviter la coactivité au maximum sur le chantier, donc des gains de sécurité, et puis éviter les problèmes de ressources spécifiques, notamment des armatures. En conclusion, ce qu'on voit, une fois que le projet est fini, c'est de se dire, en fait, une vingtaine d'unités sur ce genre d'ouvrage qu'on fait en génie civil, c'est ce qu'il faut pour commencer à être rentable et avoir une notion de série. Notamment d'un point de vue préfabrication et atelier central. Ensuite, le deuxième élément qu'il y a, c'est que oui, on a une industrie qui va préfabriquer, qui va délivrer sur les sites de fabrication. Les sites de fabrication aussi doivent s'industrialiser et en fait, chaque équipe terrain, chaque site en fait, est monté en cadence réelle au bout de 3 unités à peu près, quoi, voilà. Et donc en fait, ce montage-là aussi nécessite de l'apprentissage et une notion de série. Adrien, je te remercie beaucoup. On a pour l'instant du coup effectivement fait des focus plutôt locaux avec une réussite d'un projet qui était à ta portée et également
un SMR qui, même si l'européen est sur un Small Modular Reactor, pourtant le défi de la transition énergétique décarbonée et le défi de réussir à faire le passage à l'échelle est absolument considérable. Ce n'est pas un défi qui est irréaliste, étant donné que d'autres acteurs, encore une fois, d'autres filières ont pu le réaliser. José, est-ce que tu peux m'éclairer sur ta vision, notamment sur l'une des contraintes fondamentales du nucléaire, qui est l'approche réglementaire? Quelle serait ta vision pour qu'on puisse réussir justement ce passage à l'échelle? Merci David, et merci d'avoir été invité à ce panel pour apporter la vision du monde maritime. Donc d'abord certains chiffres. Le monde maritime, c'est plusieurs milliers de navires qui sont délivrés chaque année pour naviguer dans des eaux internationales, dont des centaines de navires de forte valeur ajoutée, comme des croisières pour conteneurs méthaniers, qui sont délivrés en temps et en heure et dans les coûts précisés, parce que sinon les chantiers couleraient. Donc comment on arrivé à cette industrialisation massive des actifs très complexes? C'est grâce à qu'il y a une réglementation standardisée à niveau international qui s'appuie sur une harmonisation, une reconnaissance mutuelle des États membres des pavillons qui permet de développer des codes qui sont connus et reconnus par les différents acteurs et qui permet donc de planifier les coûts et les délais de construction dans des conditions correctes. Comment on s'assure que ces réglementations sont suivies? Encore, c'est grâce à une industrialisation de tous les processus de qualification et contrôle de qualité qui naît des autorités maritimes, mais qui s'appuie sur ce qu'on appelle les sociétés de classification. Ce sont des acteurs privés, mais qui ont une délégation des pavillons pour faire les inspections, les contrôles au nom des pavillons, délivrer les certificats. Comment on s'assure que ces sociétés de classification font bien leur boulot? On se contrôle entre nous, on est contrôlé et audité par les pavillons eux-mêmes, et finalement, quand un navire arrive sur un port, l'autorité maritime portuaire a le droit de monter à bord et vérifier que ce navire satisfait toujours les exigences réglementaires. Et si ce n'est pas le cas, il peut retenir le navire jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Donc c'est une tâche et un risque d'image pour les pavillons qui a délivré les certificats et pour la société de classe qui a délivré les certificats au nom du pavillon. Donc ce système, maintenant, qui est très streamlined, qui permet donc la fabrication en série rapide à des coûts économiques, mais en satisfaisant les exigences de sûreté, sécurité et de vie à bord et environnementale maintenant. José, merci beaucoup pour tes éclaircissements, sachant que tu interviens à l'Agence internationale de l'énergie atomique justement sur ces sujets-là. On pourrait penser que cette approche internationale est un petit peu hors sujet, mais le défi de Nucléo est justement d'avoir une préfabrication pour avoir ultérieurement de l'export. On a vu que grâce à Helios, nous avions également réalisé un parc nucléaire de puissance, que les méthodologies industrielles sont transposables en fonction entre les différents secteurs d'activité, puisque la méthodologie, au final, François, reste plutôt similaire. Et qu'en plus de ça, Adrien, nous avons réalisé, par ton exemple, des projets génie civil en série. Vous avez bien compris que nous n'allons pas répondre à l'intégralité des défis de la filière sur cette table ronde d'une vingtaine de minutes. Et pourtant, ce sujet du coup, de l'industrialisation, de la fabrication modulaire, fait partie des réflexions qui sont amenées au DAS 4 de Nuclear Valley, sur lequel, bien évidemment, ABMI est impliqué, avec l'objectif demain d'être compétitif sur l'intégralité des secteurs de la filière nucléaire. Je vous remercie entre chacun d'entre vous pour ces éclaircissements. Et bien entendu, si vous avez des questions dans la salle, nous sommes à votre disposition.